Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire. Cyclisme, on connaît les noms des 4 pistards qui partiront aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Parmi eux, un certain Florian Grengbo du VCE Sky, nous l'aurons avec nous dans cette émission. Équitation, lui aussi devrait participer aux Jeux Olympiques dans les prochaines années. Victor Levesque s'entraîne désormais à Maisons-Laffitte dans cet objectif. Coup de projecteur dans ce magazine. Cyclisme, du 14 au 18 juin, 4 cyclistes amateurs de Maurepas vont rallier Menton en partant de Brest. Objectif, sensibiliser le public et collecter des dons destinés à la recherche sur les cancers pédiatriques. Les participants seront avec nous dans cette émission. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. Mais avant de développer ces titres, on va parler tennis et de Roland Garros. On l'attendait avec impatience, mais on a été finalement déçus. Arthur Rinderknecht, le Saint-Germanois 118e joueur mondial, a perdu contre le Croate Marin Cilic dans le top 50 mondial. Le score est sévère, 7-6, 6-1, 6-2 en 2h18 de jeu et un premier set en 74 minutes très accroché. L'Illinois a dit en conférence de presse qu'il n'a pas fait le match qu'il aurait aimé faire parce qu'il n'a pas réussi à le faire. Le Français espère maintenant continuer à monter au classement, lui qui bénéficiait d'une wildcard à Roland-Garros. Chez les dames, la Versaillaise Chloé Paquet a perdu dès le premier tour face à la Polonaise Magdalinette. La 251e joueuse mondiale invitée à disputer ses internationaux de France a été battue en 2-7 sur le score de 6-3, 6-3. Une nouvelle désillusion pour l'Yvelinoise. Elle n'a jamais passé le premier tour de Roland-Garros depuis sa première participation en 2017. Enfin, le troisième Yvelinois engagé sur ses internationaux de France, Antoine Guibaudot, est lui aussi éliminé dès le premier tour pour son deuxième Roland-Garros chez les jeunes. Engagé aujourd'hui sur le tournoi junior face à l'Américain Liloff, l'Yvelinois de 16 ans qui s'entraîne au comité de Feucherolles n'a pas fait le poids et s'est incliné sur le score de 6-2, 6-2. Il retentera sa chance l'année prochaine. Il pourra encore participer à une édition junior vu son jeune âge. Toujours à Roland-Garros, les Yvelinois sont également présents dans l'immense contingent des 282 ramasseurs de balles de la compétition. Parmi la dizaine d'Yvelinois retenus pour cette édition 2021, on retrouve Cyprien Marin de Manille-les-Hameaux. Le jeune de 13 ans a commencé le tennis à l'âge de 5 ans au tennis club de sa ville et il vit pleinement sa passion porte d'Auteuil. Il a ramassé les balles sur le cours Simone Mathieu et sur les annexes. Il a notamment été sur des simples hommes et femmes, des matchs juniors et des doubles de tennis fauteuil. Il a participé aux matchs John Isner et Sam Querrey. Et vous aurez peut-être l'occasion de le voir à la télévision cette semaine. Il continuera à ramasser les balles cette semaine sur cette édition 2021. On va maintenant parler cyclisme. La Fédération française de cyclisme a dévoilé le nom des 4 pistards qui seront en lice aux Jeux Olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août. On retrouve dans cette équipe Mathilde Gros qui disputera la vitesse individuelle et le keirin. Il y a également Sébastien Vigier, Ryan Elal et Florian Grengbo du VCE Sky. Une autre pistarde sera sélectionnée ultérieurement. Pour nous parler de cette annonce, nous avons avec nous, via écran interposé, à Florian Grengbo, membre de l'équipe de France, et le directeur technique national de la FFC, Christophe Manin. Bonsoir. 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 Alors déjà, une première question pour vous, Florian. Comment vous avez appris cette nouvelle ? Alors, nous, on a fait des tests en interne pour savoir le poste 1. Du coup, je l'ai su à partir du moment où on a réalisé les chronos avec mon concurrent, qui est aussi du VCE Sky Team Pousser, Quentin Caléron. Et du coup, une immense joie, j'imagine ? Immense joie, une étape de franchie vers le réel objectif d'une carrière sportive de haut niveau, qui est la médaille aux Jeux Olympiques. Donc, très content, mais il y a encore beaucoup de travail et pour aller chercher la plus belle des médailles. Et justement, comment votre entourage a réagi ? Les JO, c'est quand même pas rien dans une carrière. Ah, c'est sûr que c'est pas rien. Mon entourage m'a remis quand même les pieds sur terre, dans le sens où, comme j'ai dit, mon objectif c'est la médaille, donc faut retourner travailler, il n'y a rien qui est acquis. Donc c'est une belle sélection, mais derrière, il y a encore beaucoup de travail. Alors Christophe Manin, est-ce que sa sélection est pleinement méritée, selon vous ? Tout à fait. Donc le report des JO de juillet 2020 à août 2021 a fait que la sélection que nous prévoyions l'année dernière a été complètement chamboulée, puisque Greg Boget, qui était notre démarreur attitré de l'équipe, a mis un terme à sa carrière. Donc nous avions l'obligation nous avons mis en concurrence deux de nos démarreurs. Donc c'était Florian
qui était contre Quentin Caléron. Et donc, ils ont été testés. Enfin, déjà, ils se sont entraînés là, depuis quelques mois dans cet objectif. Ils ont été testés et comme Florian l'a dit, c'est lui qui avec un temps très, très honorable de 17,36, hein, c'est ça, Florian? Ouais. Avec un temps de 17,36 qui est équivalent, voire légèrement mieux que ce que faisait Greg Boger ces dernières années. Donc voilà, on a notre démarreur d'une manière claire. Enfin, la sélection du démarreur a été claire et nette. Voilà. C'est compliqué de choisir au dernier moment comme celui-là? Alors le premier tour, je dirais que c'est assez simple, parce que comme Florian l'a deviné qu'il était sélectionné, c'est parce que ça se fait vraiment au chrono. Le premier tour, c'est celui il part et il ne dépend pas des autres. Après, le deuxième tour dépend de la vitesse à laquelle il est lancé et lui-même provoque aussi le temps qui va être fait sur le troisième tour. Donc c'était un petit peu plus compliqué sur les tours suivants, enfin surtout sur la place du finisseur. Donc il s'est joué entre Ryan Elal et Melvin Landerneau. Alors c'est une équipe... le titulaire et Melvin se retrouve le remplaçant. Alors c'est une équipe très jeune, hein, je l'ai dit précédemment, ils ont tous une petite vingtaine, hein, Mathilde Gros a 21 ans, Sébastien Vigier 24 ans, Florent Grimbaud, vous avez 20 ans, c'est bien ça si je ne me trompe pas. Oui, c'est tout à fait Et ça. Ryan Elal 22 ans, c'est un avantage ou un inconvénient selon vous, Christophe Manin? Alors, c'est ni un avantage ni un inconvénient. C'est la meilleure équipe que nous avons. Donc, ce sont des coureurs qui sont jeunes, qui sont talentueux. Et je crois que c'est surtout un avantage dans la préparation de Paris 2024, puisque là, on rentre dans un nouveau cycle. On a fonctionné sur les Olympiades précédentes et jusqu'à 2020 avec des coureurs de l'ancienne génération. Et là, il y a vraiment un tournant qui est en train de se prendre avec les jeunes font leur place, les jeunes s'imposent et c'est ces coureurs qu'on retrouvera en 2024 certainement dans l'équipe olympique. Vous en pensez quoi, Florian? Alors, du coup, moi, quand j'ai vécu cette sélection face à Quentin, qui a lui 33 ans, si je dis pas de bêtises, Quentin Caléron. Donc, c'était une bonne concurrence, c'était sain. Alors, la jeunesse, ça apporte, entre guillemets, une marge de progression un peu plus importante. Donc, je pense que ça peut être que du bonus pour la suite et justement pour l'objectif principal qui est la médaille. Donc, pourquoi pas? On parle beaucoup des JO 2024, hein, Christophe Manin le disait précédemment, pour cette nouvelle génération. Il faut vous lancer dès maintenant dans le grand bain? Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des... Comment dire? Pas des opportunités, mais... des responsabilités tôt, que ce soit dans nos carrières sportives ou même professionnelles. Donc, non, moi, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir goûter à ça à cet âge-là pour justement au mieux préparer tout le reste. Est-ce que vous avez l'habitude aussi de vous préparer ensemble? Vous vous suivez depuis quelques années tous, vous vous connaissez. Est-ce que c'est un plus, justement, en vue des Jeux Olympiques? Alors Ryan, lui, ça fait depuis que j'ai l'âge de 13 ans que je le connais. On est natif de la même région en Rhône-Alpes. Donc, pour moi, c'est une belle histoire. C'est mon pote. On vit notre truc et qu'aujourd'hui on réalise un peu notre rêve de gosse qu'on avait quand on était plus jeune. Pourquoi pas? Christophe Manin, c'est un peu ce que vous recherchez peut-être. Vous parliez de 2024, mais déjà dès ces JO, de créer une ambiance collective au sein du groupe France? Alors oui, j'ai parlé de 2024, mais donc ce n'est pas qu'une équipe de jeunes qui va aller en voyage à Tokyo, c'est l'équipe de France qui va à Tokyo dans un objectif de poursuivre les résultats que l'équipe de France a obtenus jusque-là sur ces dernières années. Donc notre objectif est clairement de monter sur le podium. On a des adversaires que Florian connaît très bien, des Hollandais qui semblent intouchables pour la médaille d'or. Il y a également des Anglais très forts, mais bon, voilà, nous on est dans ces outsiders et donc l'objectif sera non seulement de participer à ces jeunes coureurs, de participer à leur premier JO, mais également d'aller chercher leur première médaille. Alors la France avait remporté... Vous vouliez rajouter quelque chose, Christophe Manin? Non, j'ai cru. Alors la France n'avait remporté qu'une seule médaille de bronze sur piste lors des derniers JO de Rio. C'était le plus mauvais score depuis 24 ans. L'objectif, ce sera forcément de faire mieux, Christophe Manin? Oui, alors il y a aussi un peu la dynamique dans laquelle j'espère vont s'enclencher ces Jeux Olympiques pour l'équipe de France en cyclisme.
parce que les courses de piste vont intervenir à partir du lundi 2 août. Et avant ça, il y aura eu déjà toutes les épreuves de route, les épreuves de VTT où on vise clairement des médailles et le titre, des épreuves de BMX où on vise également des médailles. Donc, j'espère que cette équipe, le collectif piste sera dégagé de cette pression de remporter l'unique médaille de la délégation cycliste française. Donc, voilà, on a une première semaine, un peu comme à Roland Garros, une première semaine avec les VTTistes et les pilotes de BMX, et puis avec des médailles et des titres, je l'espère, ce qui permettra que les pistards se relâchent et puissent viser ce qu'ils sont allés faire, c'est-à-dire une médaille en vitesse par équipe. Et puis pour les individuels, on n'est pas favori, mais il y a avec Mathilde Gros, avec avec Seb Vigier et Ryan, il y a vraiment des outsiders pour des médailles aussi. Vous avez un objectif de médaille ou pas du tout ? Oui, on a toujours des objectifs à long terme. On avait annoncé il y a très longtemps, déjà il y a 3 ans, 6 médailles à Tokyo. On essaye de garder ce cap. Alors il y a des choses, on voyait des médailles qui semblaient se dessiner dans certaines disciplines, et puis voilà, les choses changent. On a de la chance que le VTT nous rassure beaucoup, et on espère faire le carton plein en VTT. Mais on se tient toujours à 6 médailles. Et personnellement, si on pouvait avoir 2 médailles sur la piste, une en sprint, donc la sélection qui a été annoncée, et une en endurance, je pense qu'avec éventuellement un titre, on ferait des beaux JO. Attention Florian, vous avez la pression. Non, je pense pas. C'est de la bonne pression parce que, comme on dit, on est là pour performer, on n'est pas là pour voyager. Donc ça nous rappelle que le premier objectif de ce déplacement, de cet événement, c'est de performer et d'aller chercher une médaille. Dernière question, Florian, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces JO ? Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Je dirais bon courage, entre guillemets. Non, c'est plus qu'on vienne m'encourager et supporter l'équipe de France. Merci à tous les deux d'être intervenus dans cette émission. On suivra évidemment vos performances avec attention. Je rappelle les dates des JO de Tokyo. Ils se dérouleront du 23 juillet au 8 août. Lui aussi, il compte bien faire les Jeux Olympiques. Un jour, Victor Lévesque, 22 ans, l'une des plus grandes promesses de l'équitation en France, vient tout juste de déménager à Maisons-Laffitte avec ses chevaux. L'Yvelinois a pris cette décision pour se préparer au mieux aux grandes échéances internationales et notamment les JO de 2024. Reportage. Bonjour, c'est Victor Lévesque, bienvenue dans mes écuries. Arrivé il y a tout juste un mois, le cavalier international de concours complet se sent déjà chez lui à Maisons-Laffitte. Cet Yvelinois pure souche a quitté la Boissière école près de Rambouillet pour déménager avec 7 de ses chevaux. Une décision mûrement réfléchie. Il y avait un aspect géographique puisque je suis sur la fin de mes études à Sciences Po. Voilà, j'intègre un master marketing et société. C'était important pour moi, pour terminer les 2 ans qui me restent, de me rapprocher un peu de Paris. Il y avait aussi la nécessité de me recentrer un peu plus sur mes chevaux de compétition. J'ai amené que mes chevaux vraiment de haut niveau à Maisons-Laffitte. C'était aussi un choix personnel. Voilà, je partage cette passion et ce sport avec ma copine. Et puis voilà, c'était, je pense, important et intéressant de nous entraîner ensemble. Avec cette installation, le cavalier de 22 ans espère également trouver un cadre de vie propice à la pratique de l'équitation. Tous les jours, Victor Lévesque va s'entraîner dans cette ville baptisée la Cité du Cheval, en raison de son importante activité équestre et de son hippodrome. Je crois que ça offre des perspectives d'entraînement exceptionnelles, c'est ce que je recherche aussi avant tout. C'est la possibilité de pouvoir avoir accès aux pistes, avoir accès à la forêt, et puis aussi tous les aires de travail, les carrières de dressage, les carrières d'obstacles, essentielles évidemment à la pratique de mon sport à haut niveau. Une ville qui lui permettra peut-être d'accéder à ses plus grands rêves, avec notamment en ligne de mire les Jeux Olympiques de 2024, une compétition dans laquelle l'Yvelinois espère briller après avoir remporté 4 titres de champion d'Europe chez les jeunes. Ça sera, je l'espère, mes premiers Jeux Olympiques. J'ai beaucoup entendu dire que les Jeux Olympiques, c'est une atmosphère très différente. On dit souvent qu'il faut s'y mesurer une première fois avant d'être performant. On verra, j'essaierai de me préparer de la meilleure manière possible. Et puis, si j'y vais, oui, je me battrai à tout prix pour une médaille. Une médaille olympique viendrait valider de belle manière ce choix de déménager à Maisons-Laffitte. Maintenant, place au travail.
En golf, Antoine Rosner n'a pas démérité lors du Memorial Tournament. Le golfeur du Racing Club de France à la Boulie termine à une très belle 18e place du prestigieux tournoi américain. Il a bouclé son dernier tour en plus 2 au-dessus du par, mais il peut nourrir quelques regrets. Il a réalisé un bogey au trou numéro 2 et un quadruple au numéro 3. Les Vinois terminent finalement au même niveau que les cadors du circuit comme Bryson DeChambeau ou Rory McIlroy. Le tournoi a lui été remporté par l'Américain Patrick Cantlay. Antoine Rosner devrait maintenant revenir en Europe pour la suite de sa saison. Une saison qui ne devrait pas passer par le golf national de 50 ans en Yvelines. L'Open de France ne devrait pas avoir lieu cette année. Déjà reporté en avril dernier à cause de la crise sanitaire, le tournoi devrait tout simplement être annulé et reporté à la saison 2022. La raison, le Tour européen n'arrive toujours pas à trouver une date satisfaisante dans le calendrier pour programmer le rendez-vous. Les organisateurs doivent avoir plusieurs mois de visibilité pour programmer l'événement, sauf retournement de situation de dernière minute. Les joueurs se retrouveront sur les greens de l'Albatros l'année prochaine pour participer à cette 104e édition attendue depuis 2 ans. Un mot de voile à présent. Louis Burton est actuellement engagé sur la course The Ocean Race Europe, l'occasion pour le grand public de découvrir son nouveau bateau Bureau Valley 3, un bateau avec lequel il fera le prochain Vendée Globe en 2024. Le rendez-vous est l'occasion pour les Vinois de le tester. Pour l'instant, Laurent Bolitin a terminé 5e de la première étape entre Lorient et Cascaïs. Il est actuellement 4e sur la deuxième étape entre Cascaïs et Alicante. La fin de la course est programmée aux alentours du 15 juin à Genève. On continue par du cyclisme. Du 14 au 18 juin, 4 cyclistes amateurs du Vélo Club de Maurepas vont rallier Menton en partant de Brest. L'objectif est de sensibiliser le grand public et collecter des dons destinés à la recherche sur les cancers pédiatriques. Pour nous parler de ce projet fou, nous avons avec nous en visio Olivier Digoud et le promoteur est Philippe Mariani, l'un des participants. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Michael. Alors, comment vous sentez-vous à quelques jours du départ, tout simplement ? En parfaite forme. On a terminé notre entraînement lourd, on va dire, samedi dernier par un 200 km qui s'est très bien passé. Voilà. Donc on est en forme, on est impatient maintenant de prendre le départ, déjà de regagner Brest, et puis de nous élancer pour ce beau périple de 5 jours en traversant la France de Brest à Menton. Alors avant de parler de la course et des conditions titanesques qui vous attendent, Olivier, est-ce qu'on peut parler du cyclo-cancer ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? La cyclo-cancer, c'est d'abord une association créée en 2014 par Patrice Martin. Il a pour vocation effectivement la collecte de dons pour la lutte contre le cancer et l'accompagnement également des personnes atteintes de cette maladie hospitalier. Depuis 2014, donc, on a pu réaliser plusieurs événements. Historiquement en Normandie, et puis en 2019, on a commencé à délocaliser la cyclo-cancer grâce au club de Maurepas. Au club de Maurepas, on a rencontré des gens totalement investis dans la cause, qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus, qui aujourd'hui, grâce à Philippe, continuent effectivement à nous accompagner, et c'est la raison pour laquelle on va les soutenir aussi au travers de ce périple-là. Donc 1400 km effectivement entre Brest et Menton vont nous permettre de travailler la réputation, la renommée de la cyclo-cancer et également de collecter des dons. Philippe, pourquoi vous êtes lancé dans le défi, vous, personnellement ? Déjà parce qu'on est très sensible à la cause. On l'a été déjà en 2019 lorsque la première cyclo-cancer organisée par Maurepas a eu lieu. On a vu tous ces enfants avec le sourire accroché aux lèvres lorsqu'on leur a, présenté le don qu'on a réussi à faire et les perspectives que cela augurait pour eux. Donc, on a été très sensible à leur réaction. On est aussi plusieurs à être touchés de près ou de loin par la maladie. Donc, tous ces éléments réunis ont fait tout naturellement, lorsqu'on a décidé de faire cette épreuve entre Brest et Menton, on s'est dit, plutôt que de pédaler simplement, on va essayer de pédaler utile et essayer de ramener un peu des fonds pour améliorer le quotidien de ces enfants et enfin leur accrocher un sourire à leur visage. Est-ce que tout est prêt à quelques jours du départ ou il y a encore des zones d'ombre ? On sait par exemple que vous n'allez pas dormir à l'hôtel, c'est bien ça ?
Oui, alors au niveau de l'hôtel, on l'avait envisagé cette solution au départ, mais avec la problématique Covid-19, c'était très compliqué, notamment dès qu'on arrivait en Ardèche et sur la Côte d'Azur. Beaucoup d'hôtels n'ont pas résisté, malheureusement certains ont fermé, donc impossibilité de nous loger. Donc la solution nous est venue de louer un grand camping-car qui va être conduit par 2 personnes du club également, qui vont nous faire l'assistance. Donc ça a été très très bien préparé, la logistique est très bien pensée, le point de départ, le point d'arrivée, les zones de repas, les zones de collecte de fonds qu'on va faire mutuellement avec Olivier, où là on va aller à la rencontre des habitants, des institutionnels, des généreux donateurs qu'on va un petit peu croiser partout sur notre chemin. Les clubs vont venir à notre rencontre, notamment le club de Carhaix qui s'est manifesté en premier et qui va nous ouvrir son local dès 6h du matin le lundi pour un petit café pour nous réchauffer de la nuit qu'on aurait passé dans les monts d'Arrée. Et puis après, je pense qu'on va poursuivre par des expériences identiques tout au long du parcours, quoi. Ça va être la surprise, hein. On a lancé l'idée, Olivier a fait beaucoup de communication, puis maintenant, on va voir le résultat, quoi. On espère avoir beaucoup de monde, quoi. On parle de 110 heures de vélo, c'est ça, pendant la compétition? Alors, en fait, on a un délai pour couvrir ces 1400 km et ces 16 000 mètres de dénivelé, on a un délai de 116 heures maximum. En fait, une diagonale, c'est une épreuve officielle qu'on a un petit peu déroutée puisque normalement, on n'a pas le droit d'être assisté. Là, pour le coup, on peut pas ne pas être assisté puisqu'on n'a pas d'hôtel. Donc, on aura un camping-car qui va nous suivre, que l'on retrouvera pour le midi et pour le soir uniquement. Il ne nous suivra pas tout le long du parcours. Et en fait, on pense mettre à peu près une centaine d'heures et on se garde 16 heures de sécurité au cas où on ait de nombreuses avaries, notamment les crevaisons, c'est assez fréquent. Et puis des casses de rayons, sauts de chaîne. Et puis d'autres événements qu'on n'appréhende pas aujourd'hui et qui peuvent nous arriver sur la route. Donc, on garde une petite sécurité. Donc, on va faire à peu près entre 15 et 17 heures de vélo au jour, en partant tous les jours aux alentours de 3 heures du matin. Et on va s'arrêter vers 19h30, 20h à peu près. Voilà. Olivier, on est d'accord, l'ensemble des dons vont aller à la recherche contre le cancer. On est d'accord? On est complètement d'accord. C'est la vocation effectivement de la Team Cyclo-Cancer. Président Patrice Martin tient effectivement l'ensemble des sommes versées, collectées, sont intégralement reversées et transformées en dons. Alors cette année, ils vont être versés également à l'hôpital André Mignot de Versailles. C'est une opération que l'on va répéter à nouveau, que l'on a déjà effectuée il y a 2 ans, en 2019, qui avait permis l'achat de tablettes électroniques et la réalisation de vidéos pour dédramatiser les soins, dédramatiser l'entrée dans l'hôpital des enfants, donc pour les accompagner. Et cette année, effectivement, on a un objectif de collecte de dons. Je peux déjà affirmer que les 50% ont déjà été atteints. On a encore des efforts à faire. Ces efforts, on va les réaliser une fois sur le terrain, puisque ça a été quasiment 200 clubs sur la diagonale qui ont été contactés. Ça a été des états de ville auprès des mairies qui vont nous accompagner dans une communication également auprès de la population, auprès du grand public. On va avoir du monde, on va collecter encore et encore, et les dons vont venir effectivement pour, par exemple, l'achat de vélos d'appartement pour les enfants. Ça permet le maintien du tissu musculaire, ça permet de d'avoir un repos réparateur, de travailler un peu et d'éliminer Désolé, je suis obligé de vous couper. Il faut qu'on avance dans l'émission. En tout cas, le message est passé. Merci Olivier, merci Philippe. Bon courage à vous deux. Merci d'être intervenus dans cette émission et bon courage pour ces 1400 km. On espère que vous aurez une belle météo, Philippe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors on va maintenant parler rugby. À partir de la rentrée prochaine, le club de Plaisir va ouvrir une académie à destination des jeunes de 16 à 23 ans. Des journées de détection sont programmées ce mercredi et samedi de 14h à 17h au stade Robert Barran. On écoute Sébastien Roncalli, l'un des concepteurs du projet. C'est notre interview express.
Alors cette académie sera ouverte pour des jeunes âgés de 16 à 23 ans. On démarre par des journées de détection la semaine prochaine, le 9 et le 12. Donc il s'agira de former les jeunes sur le plan sportif, mais également d'avoir un suivi scolaire et médical. Donc on va leur proposer un programme pouvant aller de 5 à 12 heures en plus des séances collectives sur la semaine, avec un vrai contenu rugbystique, et ce sera vraiment tourné sur l'individuel, voilà, le développement individuel. Sportif, et bien sûr sans oublier le développement professionnel pour qu'ils acquièrent une qualification professionnelle à la sortie. L'objectif, c'est de former nos jeunes joueurs et joueuses au plus haut niveau. Alors bien sûr pour alimenter notre équipe senior, filles et garçons, puisqu'on ouvre cette année une équipe féminine. Mais également de pouvoir les amener au plus haut niveau. Donc s'ils vont au-dessus de notre niveau, tant mieux, c'est notre travail, voilà, c'est aussi notre ambition. Alors c'est un projet qu'on parle depuis quelques années, effectivement, avec le président, et puis qu'on a mis en marche, on a décidé de mettre en marche cette année, principalement dû à l'activité très minime qu'on a eue. On s'est dit, voilà, pourquoi pas travailler sur ce projet. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur TV78.